C'était Gap Foire Expo 2015, épisode 5, c'est parti. Giornale televisato, numero 5, episodio partito. Vous allez comprendre tout de suite. Et oui, nous sommes toujours à la foire, certes. Aujourd'hui, on a décidé de parler un peu italien. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la foire est aussi à l'heure italienne. Et pour m'accompagner durant toute cette émission, il y a Walter. Walter, vous venez d'où ? Je viens de Turin. Et de Turin, donc vous êtes venu aussi travailler à la foire et vous êtes venu vers nous en disant, regardez, il y a des commerçants, il y a des artistes italiens ici à la foire de Gap. Et ici, on est bien sûr en Italie. Regardez, derrière nous, c'est quoi exactement ? C'est Barge, c'est juste derrière la montagne, en fait. On est trop près pour être si loin que ça. Très bien, c'est parti pour une balade italienne, la foire à l'heure italienne. Mais pas que ça, vous allez voir, direction le sommaire. Ciao Nicoletta. Ciao. Ciao Nicoletta. Buongiorno Angelo. Buongiorno. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Antonio, buongiorno. Une 5e édition à l'heure italienne. S'il est vrai que Gap n'est pas loin de la frontière, il est donc normal que certains Italiens aient fait le déplacement. Nous sommes partis à la rencontre de certains d'entre eux, notamment Angelo, un artiste pas comme les autres, Antonio, le fabricant de pâtes d'amandes de Sicile, Mauro, qui vient à la foire depuis 15 ans, et enfin Nicoletta, qui nous parlera de charcuterie italienne. En ce jour de première démonstration culinaire par les maîtres hauts-alpins, nous sommes allés voir ce qui se passe dans la cuisine d'un chef de Gap. Et puis, nous continuerons notre voyage au cœur des vieux métiers. Aujourd'hui, ce sera le métier à tisser. Buongiorno Angelo. Buongiorno. Buongiorno. Voilà Angelo, c'est l'artiste dans lequel je vous parlais tout à l'heure. Donc lui, il fait les tables. Il vient de Sicile. Donc c'est pas de l'autre côté de la montagne. Qu'est-ce qu'on avait dit ? C'est très 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 loin. Mais voilà, qu'est-ce qu'il fait ? Alors c'est quoi son type de travail, l'originalité de son travail ? L'originalità del tuo lavoro qual è, Angelo? Il fatto che principalmente siano fatti a mano, decorati totalmente a mano. Déjà ils sont faits à main, ils sont décorés à la main. Poi resistono, non si graffiano. Ils sont résistants. Ils ne craignent pratiquement rien. Et c'est quelque chose qu'il fait depuis très longtemps. Da tanto tempo che lo fai questo lavoro? Sì, da quasi 18 anni. 18 ans. Bah, il en a 19 ou 20 à le voir comme ça. Ha iniziato mio padre ovviamente. C'est son père qui a commencé ce travail. Voilà, ça c'est un catalogue où vous allez voir, il y a plein de dessins possibles sur le rond, sur le carré, sur Toute dernière question, je veux passer commande, j'ai un dessin, il faut combien de temps pour être livré ou avoir cette table ? Quanto tempo ci vuole per produrre un Generalmente noi chiediamo 30 giorni lavorativi 30 per giorni. essere puntuali e precisi per la consegna. Voilà, précisi, attention, parce qu'en Italie la précision... Oui, ma noi siamo c'est molto important. precisi, ci teniamo alla precisione. Voilà, 30 jours de travail. Et voilà. C'est assez étonnant ce qu'on vient de voir comme technique, Walter. Il y a beaucoup d'artistes en Italie, peut-être dans ce type-là, ou d'autres disciplines ? Sincèrement, je l'ignore. C'est la première fois que je vois... je viens à Gap pour découvrir qu'un Sicilien fait ce genre de travail. J'avais jamais vu, sincèrement. Alors là, on va changer un peu de thématique, un peu de gastronomie. Qu'est-ce qu'on va découvrir là ? Écoute, là, on va découvrir quelque chose qui vaut la peine de découvrir. C'est la pâte d'amande et c'est pas un hasard, elle aussi, elle vient de Sicile. Alors, avant d'aller goûter, sûrement on va la goûter bien sûr, la pâte d'amande italienne, nous on va prendre la direction, petit voyage dans le temps, on va redécouvrir de vieux métiers. Et là aujourd'hui, c'est Martine Gillon, 69 ans, qui nous fait découvrir le filage avec le rouet. Regardez. Le filage manuel de la laine se faisait surtout dans les montagnes et dans les régions de gardiennage de troupeaux. Donc les jeunes bergères filaient au fuseau, les dames plus âgées filaient dans la maison avec un rouet
avec du fil plus fin. Et ensuite, elle revendait tout aux tisserands du village ou un ramasseur de laine qui allait travailler dans un autre village. Et c'était une source de revenus, surtout dans les montagnes. On faisait ça l'hiver alors qu'il n'y avait plus rien à faire ailleurs. Alors la laine qui a d'abord été peignée avec une carde et ensuite on file au fuseau, c'est le fuseau, qui était l'instrument des bergères. Lorsqu'elles allaient garder les moutons, il y a à peine plus d'un siècle, elles devaient emporter de quoi travailler et donc filer la laine au fuseau. Alors que dans la maison, on filait au rouet, mais qui n'est pas portatif. Voilà. Donc un métier tout simple, le métier manuel. Donc on fait passer le fil, on tasse, on remet le cadre à une autre position, les fils vont se croiser et on continue le tissage. Et on peut changer les couleurs au gré de l'inspiration. Alors il y avait le lavage de la toison dans les torrents, ça c'était pas très agréable à faire, glacé, mais ensuite ça se faisait donc soit dans les champs en gardant les brebis, soit à la maison. Un peu dans le même genre de couleur, on a les œillets d'Inde qui donnent cette couleur. Toujours en restant proche, en allant au col Bayard par exemple, on trouve des quantités de reines des prés, ce sont des fleurs blanches très hautes, et qui donnent ces jaunes-verts aussi, qui tiennent très très bien la lumière. Alors plus étonnant, on a les baies de genévrier qui ne donnent pas du tout du violet ou du marron comme on peut s'y attendre, mais du vert ou du marron clair selon la façon dont on s'y prend. D'autres choses de la région, les baies de sureau qui sont proches un peu de toutes les régions agricoles. Et suivant la saison où on les cueille, si elles sont très mûres, pas très mûres, on obtient ces couleurs différentes et toujours qui s'harmonisent très bien ensemble. Le cointreau, l'amaretto, le zabaione, je vais vous dire. Merci. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Quindi Antonio, qual è la tua eccellenza, credo? La pasta di mandorle, specialità siciliana, speciale perché senza farina, senza uovo, è solo pasta di mandorla, zucchero e miele. Voilà, et donc je pense que tout le monde a compris, c'est de la pâte d'amande, sans sucre, sans farine et surtout sans œufs. Donc voilà. Il y a un procédé particulier pour fabriquer cette pâte d'amande? C'è un processo speciale per fabbricare questa pasta? Solo pasta di mandorla mischiata con la farina, pasta di mandorla, del miele, poi messi al forno per circa 10 minuti e poi del zucchero a velo di sopra e via. Voilà, donc il n'y a rien de spécial. Hein. Il y a du miel à la place de farine et œufs. Il y a du miel, qui est du miel, et ils sont cuits 10 minutes au four et stop. Pâte d'amande, tout simplement. Donc on voit bien la pistache, hein, c'est ça Walter? C'est ça, le vert c'est la pistache. Donc là aussi, la Sicile c'est la pistache. C'est très léger. Hein. C'est très léger, et puis c'est bon en fait. Ça pourrait être même lourd, mais moi je le mange quand même. À Turin, on en mange pas mal. Hein. À Turin, on en mange, mais ça vient de Sicile. La vraie pâte d'amande est faite en Sicile, il n'y a pas de discussion. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ciao. Buongiorno. On va commencer par ça. Oui. Les petits biscuits de maïs. Après la pâte d'amande, donc les biscuits de maïs. Biscuits de maïs, c'est une spécialité de Mauro. C'est une spécialité. Attends, alors, on va goûter ça. Hein. Alors, avant de parler, il faut goûter. C'est mieux la bouche que les paroles. On va goûter ça. Comme la pâte d'amande, c'est un peu léger, excusez-moi. C'est toujours léger en Italie? C'est léger. Non.
non, absolument pas. Hein. Normalement, en Italie, nous sommes renommés pour les choses grasses. Non, tu vois, on arrive à faire des gâteaux quand même, des biscuits qui sont pas gras du tout. C'est du maïs, donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel. Alors comment ils le fabriquent? Come lo fabbrichi, Mauro? Facci capire. Allora, questa è una ricetta del 1850 che era un buon cliente e poi sono finito che ho sposato la figlia, volevano lasciare la ricetta, ho ricominciato la produzione. Ben voilà, alors ça je ne sais pas si je peux vous le traduire tel quel, mais ben oui, donc c'est une vieille histoire qu'elle a démarré de 1850 et puis d'année en année ils ont produit ça jusqu'à que M. Mauro il a marié la fille du producteur, donc voilà, c'est pour ça que lui maintenant il se retrouve à produire ses gâteaux de maïs, toujours avec la même recette, donc 1850. Il y a quelques années de ça. Alors il y a des recettes et puis moi il y a quelque chose que je voulais découvrir, le parmesan, et là je vois ces grosses tombes. Alors attention, c'est pas du parmesan, c'est pas du parmesan, ça c'est du grana padano. Comme tu sais, il vient de Barge, donc de l'autre côté de la frontière, de la pianura padana, et donc ça c'est du fromage, c'est égal au parmesan, mais ce n'est pas du parmesan, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus doux. Ben voilà, ça c'est le typique couteau qui est fait exprès pour couper les formes, les grosses formes, comme vous pouvez voir là, les grosses formes de parmesan. L'incision comme ça. Alors sans déranger Mauro, pendant que vous regardez ce qu'il est occupé de faire, c'est vraiment une coupe particulière. On va continuer bien sûr notre visite avec Walter, mais ce qu'on vous propose, une petite accroche quand même de la cuisine française, bien française celle-ci aussi, c'est la découverte du poulet marengo. On a pu rentrer à l'intérieur des cuisines de Cédric Manzoni, des Olivades, que vous connaissez sur la place Gapençaise. On a eu vraiment cette chance de rentrer dans la cuisine et découvrir quelques détails des recettes. Et on se retrouve tout de suite. Perché sur les hauteurs du domaine de Charance, trône un restaurant haut alpin digne de ce nom, les Olivades. En cuisine, Cédric Manzoni prépare un plat en l'honneur du bicentenaire de Napoléon. Et comme l'a fait Pierre-Yves, il suffit de pousser la porte de la cuisine et se laisser guider par les saveurs et la gouaille caractéristique du chef. Exactement, aujourd'hui on va préparer un des plats préférés de Napoléon, suite à la bataille de Marengo, donc, qui est en 14 juin 1800 je crois. Donc Napoléon avait gagné une bataille qu'il avait failli perdre, et grâce à un général qui l'avait sauvé, ils avaient festoyé suite à cette bataille. Donc il était parti pour faire un poulet. Donc le poulet Marengo, c'est une recette très simple. Regardez, je vous montre là. Donc on part sur des filets de volaille, des oignons, tomates, champignons de Paris pour la bataille de Marengo. Apparemment ils y étaient quand même. Nous on a, pour un petit peu enjoliver la chose, on a rajouté donc une purée à base de topinambour et de vieux légumes. Donc on a des carottes jaunes, blanches et rouges, un petit peu de romarin. Donc ça ce sera pour argumenter un petit peu la sauce tomate. La volaille qu'on a émincée donc tout à l'heure. Une casserole avec un feu relativement vif. On va faire dans cette petite marmite revenir gentiment pour faire un petit peu colorer donc la volaille. Pendant que ça réduit, donc on a émincé nos champignons, les tomates qui serviront à faire la sauce tout à l'heure. La volaille c'est juste blanche. La volaille voilà, c'est juste, on va dire, un petit peu doré pour faire ce qu'on appelle dans notre jargon, faire un petit peu pincer les sucres. On va au fond de la casserole qui a des petits morceaux de viande qui commencent un petit peu à rester accrochés. En fait, c'est ce qui va donner le goût au jus qu'on va composer tout à l'heure, à ce petit jus de tomate. Dans notre métier, le visuel est autant important que le goût. Les couleurs qu'on peut voir dans la casserole, dans la marmite, en train de rôtir. Voilà. D'ailleurs, en fait, qu'on va fondre au fond, qui va harmoniser un petit peu, qui va vraiment donner quelque chose de sympa à ce plat.
Ciao Nicoletta. Ciao. Ciao Nicoletta. Voilà, voici voilà, charcuterie italienne, un petit peu de tout. Vous pouvez. Voilà. C'est quoi ça? C'è questo, Nicoletta? Salame d'asino, saucisse d'âne, à manger cru. Voilà. C'est assez typique italien, ça? Bon, c'est assez typique de la zone d'où elle vient, Nicoletta. C'est le Piémont. Donc c'est toujours l'autre côté de la montagne. Oui. Hein? Vous êtes content d'être ici à la foire? Oui, c'est déjà pendant 15 ans qu'on vient à la foire de Gap. Mais oui, c'est très bien. Et il y a beaucoup de personnes qui sont fidèles. Tous les années, les retours achetés. Alors vous allez nous préparer une petite assiette de charcuterie, on a cette chance-là. On Oui. vous la demande souvent ici à Gap? 2-3 fois à l'année. Oui, on part vacances aussi, pas toujours pour travailler. Ah là là, Nicoletta, magnifique. Bah non, c'est déjà dit bonjour. Oui, merci. Alors, on termine notre émission là où on l'avait commencé. On avait commencé avec du café, on se retrouve avec une magnifique assiette de charcuterie italienne. Avant de montrer comment tu montes le jambon, il y a une tradition italienne, comme on pourrait dire aussi chez les montagnards, on invite les amis. Et moi, je vais me permettre d'inviter Robert, qui cadre avec moi depuis le début de cette foire, pour déguster ce jambon. Alors, comment on déguste ce jambon alors? Bah oui, Robert, mais tu dois venir. Il est un peu timide. Oui, timide, Robert. Donc alors, tout simplement, hein, on prend, comme tu vois, un grissino. On met ça, le jambon, comme ça. On fait un tortillon autour du grissino. Et tout simplement, voilà, Robert. On ouvre la bouche et on mange. Ça va pas être trop difficile pour lui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans cette émission à la découverte donc, de tout ce qui était gastronomie et aussi artistique italienne. Un autre rendez-vous vous attend, une autre découverte de la foire. À très vite. Merci.